remercie déjà d'être venu pour cette conférence sur la dystopie dans le jeu vidéo. Avant d'entrer dans le sujet, on va rappeler ce qu'est une dystopie. On a plus souvent affaire au terme, je pense, utopie aujourd'hui. Une utopie, c'est la description d'un monde parfait, d'un monde sans défaut, sans inégalité, où tout le monde est censé en tout cas être heureux, où le niveau de vie est tout à fait correct. C'est un monde sans défaut. Et la dystopie, on va dire que grossièrement, c'est son exact opposé. La dystopie, c'est une société qu'on peut qualifier de sombre, de déshumanisée, qui est profondément ancrée dans l'inégalité. Et c'est pas une société qui est désordonnée, qui est chaotique, c'est une société qui est régie par des règles qui vont être imposées par un État totalitaire. Et une des caractéristiques principales qu'on va retrouver dans la dystopie, ça va être le fait qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper à ce gouvernement, on ne peut pas échapper aux règles de la société. Et on verra un peu tout au long de cette conférence comment lui, le jeu vidéo, il met ça en scène. La dystopie, contrairement à l'utopie, elle a mis beaucoup de temps à apparaître. Les premières traces qu'on va avoir de la dystopie, ça va être au XVIIIe siècle, avec des romans comme Les Voyages de Gulliver, qui a été publié en 1721 et écrit par l'auteur Jonathan Swift. Et en fait, à l'époque, le terme dystopie n'est même pas apparu. On parlait de contre-utopie à l'époque, on parlait de contre-utopie ou de roman d'anticipation. En l'occurrence, Les Voyages de Gulliver, c'est une contre-utopie. Et le but, en fait, à l'époque des romans comme ça, c'était de dénoncer les travers de la société de l'époque. Et ça, c'est pareil, ça va être une des caractéristiques majeures de la dystopie, ça va être de parler, de dénoncer des problématiques majeures. Ça peut être, selon les œuvres, la discrimination, le racisme, les problèmes liés à l'environnement, les potentiels problèmes liés au progrès, à la technologie, au progrès de la science. Et Les Voyages de Gulliver, en l'occurrence, c'était une critique des travers de la société de Jonathan Swift. Le mot dystopie, lui, il est apparu seulement au XIXe siècle, pour la première fois, en 1868. Et c'est à ce moment-là où les codes de la dystopie ont commencé à être définis de plus en plus. On parlait de sociétés qui, au vu des dirigeants, étaient une utopie. Mais dans une dystopie, on va se situer du point de vue des habitants. Et contrairement à une utopie où la plupart du temps, on est plutôt situé du côté des dirigeants. Et en fait, on voit que dans la dystopie, les dirigeants sont totalement déconnectés de la réalité, le peuple souffre, le peuple voudrait changer de mode de vie, et à ce moment-là, on avait déjà quelques thèmes, quelques codes propres à la dystopie qui allaient être mis en place. Au XXe siècle, ça y est, c'est la démocratisation de la dystopie. Là, j'ai mis quelques exemples très connus dans la littérature. Le meilleur des mondes, 1984, Un bonheur insoutenable, 1984, c'est peut-être l'œuvre dystopique la plus connue qui existe aujourd'hui. Elle est même encore enseignée dans les écoles, je pense en tout cas aujourd'hui. Au cinéma, ça a commencé très tôt. Dès 1927, on avait des films comme Metropolis de Fritz Lang, qui décrivait un monde qu'on a dit dystopique. Là, c'est une autre image qui est importante, ça va être important de retenir. C'est les bâtiments qu'on voit, l'organisation de la société, puisqu'on reviendra dessus tout à l'heure. Un autre exemple très connu, ça va être Blade Runner de Ridley Scott. On a la ville qui s'étend à perte de vue, on reviendra tout à l'heure là-dessus encore, puisqu'il y a une notion d'enfermement dans la dystopie au niveau des décors, au niveau des villes. Et puis encore aujourd'hui, au cinéma, c'est un genre qui est très prisé par les réalisateurs. J'ai mis des vieux exemples, j'ai mis des exemples plus récents. Tout ça, c'est des films qui mettent en scène une dystopie. Dans le jeu vidéo, c'est pareil, ça a commencé très tôt. Dès 1924, par exemple, on avait une adaptation en jeu vidéo du livre Fahrenheit 451. En 1997, on avait Blade Runner, et Red 2020 en 1989. Là, par contre, c'était une création originale, c'était pas inspiré d'un livre ou d'un film. Mais le problème avec le jeu vidéo, par exemple, en 1989, c'est que même si on mettait en scène une dystopie, on ne pouvait pas vraiment aborder les problématiques majeures, on ne pouvait pas les aborder correctement, c'était compliqué de montrer le problème des inégalités, le problème par exemple de la discrimination. Avec un jeu comme Red 2020, la technologie ne le permettait pas. Il y a eu des bons ensuite, et dès 1997, on peut voir que visuellement déjà, on peut raconter plus de choses. Et même au niveau de la narration, on a vu comment elle a largement évolué dans ces années-là. Et on en vient donc aux représentations de la dystopie dans le jeu vidéo. Alors, on va découper ça en deux parties. Le jeu vidéo, d'abord, on va voir comment la dystopie, elle flirte beaucoup avec le passé. Je vais définir ça immédiatement. Et ensuite, on verra comment la dystopie, elle mélange les genres pour livrer des messages. Puisque ça va être intéressant de voir les moyens que la dystopie
les moyens mis en œuvre par le jeu vidéo pour nous introduire une dystopie, pour nous faire évoluer dans ces univers. Et déjà, contrairement à ce qu'on peut penser, une dystopie, ça ne se déroule pas nécessairement dans le futur, dans un futur très lointain, avec des grosses avancées technologiques. Par exemple, dans le cas de Papers, Please, on est dans les années 80, dans un monde fictionnel des années 80, où, alors, graphiquement, c'est un peu particulier, ne vous y fiez pas, c'est un excellent jeu. Et donc, on est dans les années 80, et le pays dont vous faites partie a remporté une guerre qui a duré plusieurs années, et au terme de cette guerre, il a gagné, et en fait, vous comprenez plus ou moins que c'est une dictature dans le pays dont vous faites partie, et à ce moment-là, donc, vous devenez agent de l'immigration, et vous devez faire passer, vous devez choisir si les ressortissants d'autres pays peuvent venir ou non dans le pays dont vous faites partie. Donc il peut y avoir des infractions, il peut y avoir des gens qui vont vouloir commettre des attentats, enfin, c'est une mécanique un peu particulière. Et on va avoir d'autres jeux qui se déroulent aussi dans le passé, et qui cette fois-ci vont être des uchronies. C'est-à-dire qu'une uchronie, c'est une histoire où on va réécrire le passé, on va réécrire des événements historiques pour pouvoir ensuite raconter une histoire. En l'occurrence, dans Wolfenstein, The New Order, que j'ai pris comme exemple, c'est une version d'histoire où l'Allemagne nazie a remporté la Seconde Guerre mondiale, et de là, on nous raconte une histoire qui va se dérouler sur plusieurs jeux, et donc on est évidemment au cœur de la dystopie, mais cette fois-ci qui prend place dans le passé. Pareil avec un jeu comme We Happy Few, cette fois-ci on est toujours dans l'idée que l'Allemagne nazie a remporté la Seconde Guerre mondiale, et cette fois-ci on est dans les années 60, et en fait vous vous situez dans une ville où tout le monde, pour endormir la population, le gouvernement a distribué une pilule qui est obligatoire, une sorte de bonbon qui est obligatoire, qui doit être pris par toute la population, ce qui fait que ça endort les consciences, tout le monde est en apparence heureux, tout le monde sourit, et en fait votre personnage que vous jouez, il décide de ne plus prendre ce médicament, cette pilule, et en fait il va voir le monde tel qu'il est vraiment, et à ce moment-là il va être pourchassé par la ville entière, et son but, votre but à vous, ça va être de vous échapper, ça va être de fuir la dystopie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un des thèmes principaux. La plupart du temps, quand on raconte une histoire dans un monde dystopique, soit le but est de renverser le gouvernement en place, soit le but va être de fuir. Un autre exemple que je trouve très intéressant, c'est Final Fantasy VII. Là, j'ai mis en gros les années 1997, c'est la date de sortie du jeu, et en 2020, le jeu on leur a proposé une nouvelle lecture du jeu, on va dire, en 2020. Ce qui est intéressant avec Final Fantasy VII, et tous les autres jeux dont j'ai parlé avant, c'est que, à part peut-être Papers, Please, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle le rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'on va raconter une histoire qui se déroule dans le passé, mais on va quand même présenter des avancées technologiques majeures que nous n'avons pas connues aujourd'hui. Dans le monde de Final Fantasy VII, ce qui est intéressant, c'est que plus on s'approche du monde futuriste, plus on va avoir affaire à une classe sociale plus élevée, à des riches, à des gens qui ont un mode de vie très aisé, et plus on va s'approcher du rétro, de l'ancien, plus on va avoir affaire à des bidonvilles, des gens qui peinent à survivre, des gens qui peinent à vivre. Et ce qui est intéressant avec Final Fantasy VII, et pourquoi je tenais à en parler, parce que parmi tous les thèmes que la dystopie elle aborde, eh bien finalement les problèmes liés à l'environnement sont peut-être ceux qui sont le moins abordés, en tout cas à travers le prisme du jeu vidéo. Final Fantasy VII, en 97, eh bien finalement, il essayait déjà de s'attaquer à ça, inconsciemment ou non, ça c'est une question qui est encore débattue, puisqu'en fait, les antagonistes du jeu, les méchants, eh bien en fait, leur but c'est pour faire du profit, de vider l'énergie de la planète. Il la vide de sa vie, entre guillemets, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais du coup, votre but à vous au début du jeu, ça va être, avec une alliance rebelle, de faire tomber ce gouvernement qui assèche la planète, en fait, qui la vide de son énergie. Donc c'est très intéressant de voir ça, puisque pour une fois, dès 1997, on avait déjà le problème de l'environnement qui était abordé à travers une dystopie. Là, on a un autre exemple encore, BioShock en sorti en 2007. Alors, ce qui va être intéressant avec BioShock, tout à l'heure, j'expliquais que le jeu vidéo, il va avoir des moyens assez particuliers de nous introduire à une dystopie, de nous présenter son univers dystopique. Et c'est très intéressant en fait au niveau de la mise en scène, comment BioShock s'y prend. Puisque dans BioShock, au tout début du jeu, vous êtes le seul survivant d'un crash d'avion, et il s'est crashé en plein milieu de l'océan. Et à côté de vous, il va y avoir un phare, vous allez vous réfugier dans ce phare après le crash d'avion, et vous allez trouver une capsule dans ce phare qui va vous conduire dans les profondeurs de l'océan,
À ce moment-là, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous faites. Et là, il y a des écrans qui s'affichent devant vous, qui sont une sorte de propagande pour un homme qui s'appelle Andrew Ryan, je ne sais pas exactement qui il est. Et à la fin de ce petit discours de propagande, vous découvrez la ville de Rapture, une ville submergée, autosuffisante, qui n'a pas besoin du monde extérieur pour survivre. Et à ce moment-là, tout ce qu'on vous décrit à ce moment-là, ça s'apparente à une utopie. Que quand vous arrivez dans la ville, elle est en ruine. La ville est en ruine, il y a le chaos ambiant, on ne sait pas ce qui s'est passé, et ça va être un des buts du jeu, ça va être de le découvrir avant en fait, de fuir la ville. Et en fait, tout au long de cette fuite de la ville, on va découvrir qu'elle était profondément ancrée dans de nombreuses inégalités, qu'on n'avait non pas affaire à une utopie, mais bien à une dystopie. Et la dystopie, un de ses rôles, en fait, finalement, ça va être, on le remarque avec la plupart des exemples que j'ai montrés, ça va être de dénoncer une idéologie qu'on va considérer comme néfaste. Et là, en l'occurrence, par exemple, dans ce jeu-là, une des idéologies qui avance, c'est le culte de la personnalité. Ils vont vouloir, c'est une tentative d'avertir de ce type d'idéologie qui ne doit surtout pas se propager. Dans le cas d'une des suites de Bioshock, Bioshock Infinite, ce qui est intéressant dans la manière que le jeu a de nous introduire la dystopie, c'est que on va d'abord nous présenter ce qui s'apparente à une utopie. Cette fois-ci, quand on arrive dans la ville dans Bioshock Infinite, il n'y a pas de destruction, la ville n'est pas sans dessus-dessous, les gens vont bien, ils n'ont pas l'air bizarres, il y a des familles qui se baladent partout. Finalement, c'est une cité qui se céleste, qui se trouve dans les airs, au lieu d'une ville submergée. Et bon, pendant, on va dire, environ 1 heure, on se dit que finalement, c'est peut-être pas si mal de vivre ici, que c'est peut-être un monde plutôt joyeux. Sauf qu'au bout d'1 heure, on découvre déjà qu'elle cache des problèmes très sombres, cette société-là. Et encore une fois, on en revient à un des thèmes principaux de la dystopie, ça va être de la fuir ou, encore une fois, de faire tomber les dirigeants de cette ville-là. Ici, il y a le problème du racisme dans Bioshock Infinite. Maintenant, je vais aborder le sujet des genres, c'est-à-dire que la dystopie, elle fait un grand mélange des genres dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo aime beaucoup s'amuser avec ça, c'est-à-dire que les développeurs, ils vont vouloir s'amuser à créer des univers dystopiques qu'on n'a peut-être pas vu ailleurs, ou qu'on a peut-être, qui vont chercher à dépayser, on va dire, le joueur. Par exemple, il va créer un monde dystopique qui se mélange avec le genre du steampunk. Là, je vais présenter ça à travers la licence Dishonored. Le premier jeu est sorti en 2012, le dernier est sorti en 2017. Le steampunk, en fait, c'est un univers qui s'inspire de l'esthétique, on va dire, de l'Angleterre lors de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Et il y a tout un côté futuriste dans le steampunk, puisqu'en fait, ils ont utilisé la vapeur et le charbon pour procéder à des avancées technologiques majeures. Et donc, dans le cas de Dishonored, eh bien, on est aussi dans la dystopie, et je le garde de côté celui-là. Je voulais juste montrer un peu visuellement à quoi il ressemblait, puisque Dishonored est, on va dire, un des jeux qui est le plus représentatif du caractère unique du jeu vidéo, et ça, on va en parler tout à l'heure. La dystopie, on peut aussi la retrouver dans le genre du post-apocalyptique. Alors le post-apocalyptique, c'est peut-être un des genres qu'on retrouve le plus aujourd'hui dans la littérature, dans le cinéma et dans le jeu vidéo. Le post-apocalyptique, c'est une histoire qui va prendre place après la fin du monde. On va suivre des personnages qui essayent par exemple de survivre dans des villes qui sont aujourd'hui désolées, qui sont aujourd'hui détruites. Et le post-apocalyptique, même si c'est des mondes dans lesquels on n'a vraiment pas envie de se retrouver, ce n'est pas de la dystopie. Puisque pour qu'on ait affaire à une dystopie, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un état totalitaire en place, il faut qu'on ne puisse pas s'échapper de cette dystopie. Le post-apocalyptique, il ne se qualifie pas vraiment, il ne correspond pas à ces règles-là. Sauf des exceptions, comme la franchise Metro, qui est adaptée d'un livre. Donc le premier jeu sorti en 2010, le dernier en 2019. Ce qui est intéressant avec Metro, c'est qu'on a affaire à un monde, qui a connu une guerre nucléaire, qui a ravagé la planète. Et en fait, suite à cette guerre nucléaire, à Moscou, en Russie,
en fait, la population s'est réfugiée dans les bouches de métro pour échapper aux retombées nucléaires qui ont affecté en fait toute la surface. Il est impossible de remonter à la surface sans un masque à gaz, il y a des radiations partout. Et en fait, lorsqu'ils se sont réfugiés dans les bouches de métro, il y a une nouvelle civilisation en fait, qui s'est créée à partir de là. Et en fait, cette civilisation, elle a des règles, et la franchise métro, elle compte 3 jeux. Et pendant les 2 premiers jeux, en fait, vous allez juste essayer de survivre dans cet environnement qui est clairement hostile. Vous allez essayer de changer les choses, de changer la vie dans le métro. Vous allez vraiment essayer de faire en sorte qu'on passe d'une dystopie à une utopie, entre guillemets, puisque en fait, il y a plein de factions dans le métro qui se font la guerre pour prendre le pouvoir. Et votre but à vous, ça va être d'essayer de faire en sorte que ce soit, entre guillemets, le bien qui triomphe, hein, pour que ce soit, on va dire, une puissance plus démocratique qui s'installe dans le métro. Sauf qu'au bout du 3e jeu, on comprend que c'est totalement impossible, et à ce moment-là, on en vient à la fuite, c'est-à-dire que cette fois-ci, le 3e jeu, c'est l'acceptation que la vie dans le métro à Moscou ne peut changer, et qu'il faut à ce moment-là fuir le métro, fuir la dystopie. Ça va être le thème du 3e jeu, et ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient une nouvelle fois à cette idée de l'environnement, c'est-à-dire à l'environnement qui va être abordé dans un jeu vidéo qui possède un univers dystopique. C'est-à-dire que dans le cas de métro, la fuite dans le 3e jeu, elle va se faire en plusieurs temps. D'abord, on fuit la ville de Moscou, qu'on voit là en haut à gauche, très urbain, c'est très urbain, en fait, c'est souvent ça, hein, dans des mondes dystopiques, on a souvent affaire à des grandes villes. Pourquoi? Parce que les grandes villes, avec des grands immeubles partout, permettent de procurer un sentiment d'enfermement. On a vraiment l'impression d'être enfermé dans des grandes villes qui s'étendent à perte de vue et on peut y échapper. L'idée de métro, ça va être de fuir ça. C'est-à-dire que, ensuite, après Moscou, vous passez à une zone de glace où il y a quelques bâtiments, il reste encore une grosse présence humaine, mais déjà vous commencez à échapper à la grande ville. Ensuite, vous allez arriver dans le désert, dans une zone plus désertique. Et enfin, un des derniers niveaux, vous êtes dans une forêt. Vous êtes dans une forêt, pas beaucoup de bâtiments qui ont été créés par l'homme, et ça y est, les personnages principaux du jeu commencent un peu à souffler, ils commencent à se dire que ça y est, ils peuvent trouver une nouvelle maison. Et un des derniers plans du jeu, ça va être celui-ci. Vous avez fini, on va dire, vous avez fini votre exode, et vous êtes enfin arrivé à un endroit que vous considérez comme on va dire, vivable, tout simplement. Là où vous allez pouvoir installer une vraie nouvelle civilisation qui ne sera plus ancrée dans de nombreuses inégalités. Un des personnages va même commenter qu'il trouve que cet endroit est très propre, et de là, ça y est, vous allez peut-être pouvoir construire ce qui va être une utopie. Je le redis, puisque c'est encore une des rares fois dans un jeu vidéo le problème de l'environnement, il est abordé. Et là maintenant, on va passer au cyberpunk. La dystopie et le cyberpunk, c'est une relation qui est très appréciée dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, on a souvent affaire à des univers dystopiques dans du cyberpunk. J'ai mis une citation d'un film de Blade Runner 2049, puisque je parlais de l'environnement juste avant, et bien il faut lui dire au revoir dans le monde, dans le cyberpunk, puisque la nature, dans ces univers-là, a totalement, ou quasi totalement disparu. C'est un genre qui est né tardivement, en 1984, avec le livre Neuromancer, écrit par William Gibson, et les caractéristiques que là j'ai mis sur la droite, en fait, c'est les caractéristiques de la dystopie qui se mélange, qui va flirter avec le genre du cyberpunk. On va avoir le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un peu la fusion de l'homme et de la machine, c'est-à-dire que l'humain, il va pouvoir par exemple allonger son espérance de vie grâce à des avancées technologiques majeures. Il va pouvoir se procurer des implants qui vont pouvoir lui permettre de sauter plus haut, de nager plus vite, des choses comme ça. Avancées technologiques révolutionnaires, la violence et la discrimination omniprésentes, société névrosée, et monde dirigé par des mégacorporations. Les mégacorporations, en fait, dans les univers cyberpunk, c'est elles qui font la loi, c'est des lobbies, en fait, c'est des lobbies, c'est des entreprises qui font la loi et non le gouvernement. Dans le jeu vidéo, un des plus grands représentants, ça va être Deus Ex, premier sorti dans les années 2000, le dernier en 2016, et là, on a vraiment cette esthétique propre au cyberpunk qui est mélangée avec la dystopie, c'est-à-dire que là, c'est des mondes où tous les bâtiments sont compacts, on va dire, tout est mis un peu en désordre, il y a des violences policières très présentes, hein, tout est contrôlé. Dans un des jeux Deus Ex, qui s'appelle Deus Ex Mankind Divided, vous ne pouvez pas faire 2 pas, des fois, sans vous faire arrêter par la police, vous faire plaquer contre un mur, et devoir procéder à une fouille qui dure 5 minutes, qui dure pas 5 minutes, mais qui va durer un petit peu, et vous n'avez pas envie, vous
vous cherchiez juste à ce moment-là à rejoindre une bouche de métro, et bah, c'est un des problèmes qui va être abordé dans certains jeux Deus Ex. Là, on le voit en bas à gauche, on le voit aussi en bas à droite, il y a une présence policière qui est très forte. C'est une des choses qui va notamment être dénoncée dans Deus Ex Mankind Divided, avec aussi la question de la discrimination. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas nombre de nature, il y a un nombre d'arbres. Et pourtant, des fois, on les retrouve quelque part, dans les zones un peu plus riches. Alors c'est très léger, c'est souvent des arbres artificiels, mais on va les retrouver dans les zones plus riches. Comme je le disais, la dystopie, c'est des sociétés profondément ancrées dans l'inégalité. Et le cyberpunk, il le représente très bien, souvent, des fois de manière peu subtile, c'est-à-dire que les riches vont être tout en haut, par exemple, et les pauvres vont être tout en bas, et ils vont vivre dans les parties les plus basses de la ville. Mais dans le cas de Deus Ex, par exemple, les riches, eux, pour le coup, ils vivent dans des rues plus propres, dans des bâtiments plus beaux, il y a moins de technologie présente, et il y a même de la nature artificielle. Un autre exemple très connu dans le cyberpunk, c'est Cyberpunk 2077. Alors, ce qui est intéressant, je parlais du sentiment d'enfermement tout à l'heure, pas propre à la dystopie, mais qui est très exploité par la dystopie. Et là, voilà, on a ces grands immeubles qui s'étendent à perte de vue, qui sont partout avec des panneaux publicitaires géants. En fait, ces bâtiments, ils vous entourent constamment dans ces univers. Quand vous êtes en train de jouer, ils vous entourent tout le temps. Encore un autre exemple, qui s'appelle The Ascent. Et pourquoi je parle de The Ascent? C'est parce que ça me permet de faire une petite aparté qui va en fait rejoindre le sujet. C'est que le jeu vidéo, il va assez souvent s'amuser avec la caméra. Il va assez souvent s'amuser avec la caméra qui va servir par exemple ici à nous montrer notre personnage vu de haut, alors, un peu en diagonale, on appelle ça la vue isométrique dans le jeu vidéo. Et en fait, le jeu vidéo va essayer de proposer des angles de caméra différents qui, finalement, auxquels on ne va pas forcément être habitué à rencontrer. On ne va pas forcément avoir l'habitude de les voir, ne serait-ce qu'au cinéma par exemple. Et là, j'ai mis plusieurs exemples. Papers, Please, c'est une institut très particulière. Mais là, j'ai mis 4 exemples où, en fait, là, cette fois-ci, on est en vue à la première personne. Là, en haut à droite, on est en plongée zénitale. On voit notre personnage vraiment du dessus. On voit juste sa tête et ses bras. Là, voilà, encore, on est en vue un peu de haut, un peu décalée. Et en fait, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans le cas de la vue à la première personne, c'est une vue qui est finalement peu exploitée par le cinéma. Là, c'est plus propre aux jeux vidéo. Et ça veut dire que le cinéma ne le fait jamais. Mais ce qui va être intéressant, c'est que par exemple, dans un univers dystopique, la caméra à la première personne, elle permet de renforcer l'immersion. On va se sentir encore plus plongé dans ce monde-là. On va se sentir encore plus en détresse, encore plus... Le mal-être, il va être renforcé par cette vue à la première personne. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on ne réfléchira pas forcément de la même manière à ces mondes-là. Papers, Please a été adapté en court-métrage. Et là, on voit tout de suite une différence assez majeure avec le jeu vidéo, et c'est assez intéressant à ce niveau-là, puisque je remonte quand même une image de Papers, Please qui est juste là à droite, qu'on va avoir des points de vue qui vont être très différents, et je vais vous montrer à quoi ça redonne, ce que ça donne un passage, on peut le mettre en entier, ça donne ça le passage. Voilà, c'est ça. Следующий. Donc là, l'exemple de Papers, Please, il est assez singulier, puisque dans Papers, Please, pour le court-métrage, on n'a pas le contrôle, ça paraît un peu évident dit comme ça, mais on ne contrôle pas ce que fait le personnage principal du film.
On le regarde faire son métier. Normalement, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait ou avec les méthodes de son pays, mais bon, en fait, on n'a pas le pouvoir de décision. C'est-à-dire, on n'a pas le pouvoir, par exemple, de faire entrer quelqu'un qui dit juste qu'il a envie de retrouver sa famille, qui n'a pas forcément les papiers nécessaires. Bah, le personnage dans le film, dans le court-métrage, il ne va pas le laisser passer la personne, il va faire ce choix-là. Alors qu'en fait, nous, en tant que joueurs dans le jeu vidéo, on est actif, on n'est pas passif, et donc on a le pouvoir en fait de faire les choses différemment. On a le pouvoir de vouloir faire passer, par exemple, cette personne-là. On a le pouvoir en fait d'agir sur les événements de jeu, d'agir sur l'histoire, et donc d'agir sur cet univers dystopique. Donc on rentre dans les questions de l'interactivité. Est-ce que l'interactivité va signifier vis-à-vis de la place du joueur dans une dystopie? L'interactivité, c'est un sujet qui est encore très traité dans le jeu vidéo, puisque on dit que c'est ça qui fait que le jeu vidéo est un art. Là où pour le cinéma, par exemple, ça va être le mouvement. Pour le jeu vidéo, c'est l'interactivité. L'interactivité, ça peut être par exemple, on appuie sur croix ici, le personnage dans le jeu, il va sauter. On va faire avancer ça, et le personnage, il va avancer dans le jeu. Ça peut être aussi simple que ça, mais en fait, ça peut être aussi un peu plus complexe, comme dans un jeu qui s'appelle Detroit Become Human, qui est sorti en 2018. Dans Detroit Become Human, vous incarnez des androïdes, 3 androïdes, Kara, Marcus et Connor, dont 2 d'entre eux, en fait, vont se mettre à développer une conscience. Alors des androïdes, au cas où, c'est des robots, en fait, c'est des robots qui ont été créés par l'homme, mais qui possèdent une très grande intelligence, qui au niveau physique sont impossibles à différencier des humains. Et 2 d'entre eux, dans le jeu, vont se mettre à développer une conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus forcément vouloir répondre aux ordres des humains. Et à ce moment-là, ils vont essayer de réclamer leur liberté. Ils vont essayer de fuir ce qui va devenir pour eux une dystopie. Puisque la société, la plupart, une bonne partie de la société n'est pas d'accord avec ça et voudrait que les robots, les androïdes, ça reste des esclaves. Et dans Detroit Become Human, vous allez avoir affaire tout au long du jeu à des choix. Plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Là, c'est des exemples. On en a ici aussi. Et tous ces choix-là, en fait, ils vont dicter le reste de l'aventure. Et le joueur, encore une fois, c'est lui qui va avoir ce pouvoir-là. Le pouvoir, par exemple, de dire, finalement non, j'ai pas envie que ces androïdes retrouvent la liberté. Je trouve que leur monde, il est très bien comme il est, que ça peut être dangereux, que ça peut être dangereux de les laisser faire. Donc, je vais faire en sorte que la dystopie que ces androïdes-là, elle reste ainsi. Mais vous pouvez aussi faire le choix de changer les choses. C'est important, puisqu'encore une fois, on est dans ce qui donne ce caractère unique au jeu vidéo. Le joueur, il a le choix, il a le pouvoir de changer les choses, ou de faire en sorte que tout reste ainsi, que tout reste comme c'était avant. Et je reviens du coup à l'exemple de Dishonored 2, puisque c'est un exemple tout à fait intéressant, puisque les choix dans les choix dans Detroit Become Human, encore une fois, c'est assez direct. On appuie soit sur triangle, rond, croix, on fait un choix et l'aventure est continue. Dans un jeu comme Dishonored 2, ça va être beaucoup plus subtil que ça. Dans Dishonored 2, vous faites partie de la famille royale, et la famille royale, elle se fait renverser par un coup d'État. Et donc, vous êtes un peu, tous vos proches, on va dire, se font tuer devant vous, et vous êtes le seul survivant, vous êtes la seule survivante de la famille royale, et à ce moment-là, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous venger de manière un peu plus on va dire, enclin à l'action de vos ennemis, vous allez vouloir vous venger, comme l'ont fait vos ennemis avec vous, vous allez vouloir vous venger de manière un peu plus brutale, soit vous allez choisir la voie pacifique, c'est-à-dire que vous allez vous infiltrer, vous allez passer discrètement derrière vos ennemis, vous allez faire preuve de miséricorde envers vos adversaires, les antagonistes principaux du jeu. Mais ça, encore une fois, ça reste dans les mains du joueur. Et le jeu, selon la façon dont vous allez jouer, en fait, il va vous proposer 2 expériences totalement différentes. Si vous décidez de jouer de manière un peu plus discrète, de façon un peu espion, vous allez utiliser certaines capacités, certains pouvoirs spécifiques, mais que vous n'allez pas forcément utiliser, ou pas forcément utiliser de la même manière dans l'autre cas, dans l'autre chemin, on va dire, dans l'autre chemin un peu plus violent, on va dire. Et c'est très intéressant, puisque le jeu, dans un cas, il va quand même vous punir, il va vous montrer que la violence, c'est pas la solution, et que ça ne changera pas les choses, ça ne changera pas, on va dire, la dystopie qui a été mise en place par les nouveaux dirigeants. Et
ce qui est vraiment intéressant, c'est que le joueur, il ne voit pas forcément les choses de la même manière, dans le sens, je vais expliquer, c'est ce que je voulais dire par la place du joueur. C'est-à-dire que pour lui, quand il arrive, quand il commence le jeu, il ne se dit pas forcément d'entrée directe qu'il aimerait bien qu'à la fin ce soit une démocratie qui soit en place, il n'a pas envie que ce soit une dictature, il n'est peut-être même pas au courant que ses choix vont avoir une influence. Lui, il va plutôt réfléchir en termes de gameplay, c'est-à-dire en termes de façon de jouer. Est-ce qu'il a plus envie de jouer de façon discrète? Est-ce qu'il a envie de jouer de façon un peu plus, encore une fois, un peu plus enclin à l'action? Et bien ça, c'est le joueur qui va décider. Et ce qui est génial avec un exemple comme Dishonored 2, c'est qu'en fait, on a vraiment deux expériences totalement différentes. Ce qui fait qu'en fait, on peut même jouer au jeu deux fois. À la fin du jeu, on peut le recommencer une nouvelle fois. Et on aura, en fait, on n'aura pas du tout affaire, on aura l'impression en tout cas, de ne pas avoir affaire au même jeu. Ce qui fait qu'on en a vraiment pour notre argent. Là, je vous mets un exemple de l'impact des choix qu'on va avoir dans Dishonored 2. Si vous avez décidé de jouer de façon clémente, vous allez avoir cette fin-là. L'autre option, c'est la fin à droite. Et encore une fois, c'est ce qui fait vraiment ce caractère unique au jeu vidéo. C'est le joueur qui décide. Dans un film, par exemple, il sera juste spectateur. C'est-à-dire que peu importe ce que le spectateur il pense de tel ou tel personnage dans le film, en fait, c'est pas lui qui va prendre la décision de toute façon. C'est pas lui qui va prendre la décision, ça va être le personnage principal, ça va être le personnage principal du film, et lui il va juste suivre son aventure. Dans le jeu vidéo, on a vraiment le pouvoir de changer les choses. Alors, pas tous les jeux, il y a des jeux vidéo qui vont faire en sorte que l'on suive une ligne, c'est-à-dire on avance sur un chemin, on n'a pas le choix, on n'a pas le pouvoir de décision sur l'histoire, mais il y a des jeux comme Dishonored 2, comme Detroit Become Human, qui vont faire en sorte qu'on ait ce pouvoir-là. Et c'est ce qui fait que le jeu vidéo est aussi unique. C'est vraiment ça le moyen propre au jeu vidéo, en fait, de dépeindre la dystopie. C'est le moyen propre que les autres, on va dire, arts n'ont pas. Et ce qui va être, là un contre-exemple qu'on pourra trouver, mais c'est pas vraiment un contre-exemple, mais c'est la série de livres Un livre dont vous êtes le héros. C'est une série de livres un peu particulière. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, donc c'est pour ça que je l'aborde ici. Parce que les livres Un livre dont vous êtes le héros, en fait, vont vous proposer aussi des choix. Ils vont vous proposer des choix tout au long de la lecture. On dirait que ça ressemble un peu à ce que je disais par rapport à, par exemple, Detroit Become Human. Mais en fait, dans Un livre dont vous êtes le héros, cette question de l'interactivité, elle n'est pas du tout, on va dire, travaillée, elle n'est pas du tout recherchée, outre la qualité de l'écriture. En fait, dans un livre comme ça, vous allez avoir par exemple deux choix. Donc, tel choix va vous amener à la page 14, tel choix va vous amener à la page 17. Et en fait, vous allez aller à la page 17, et en fait, votre personnage, il s'est juste tué, et il faut revenir à la page 14 pour prendre l'autre choix. Alors que dans un jeu comme Detroit Become Human, dont je parlais, dans un jeu comme Detroit Become Human, et ben en fait, dès le début, un de vos trois personnages, si vous ne prenez pas la bonne décision, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, si vous êtes trop stressé et vous n'arrivez pas à faire un choix, vous pouvez perdre votre personnage, et ce pour le reste de l'aventure. La vie continue, vous ne pouvez pas le récupérer, et vous allez devoir continuer le reste du jeu avec seulement deux personnages, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Moi en l'occurrence, j'ai un seul personnage qui a survécu jusqu'à la fin. Ça a été très doué avec les choix. Mais voilà, j'appuie vraiment là-dessus et j'insiste beaucoup dessus, puisque c'est vraiment ça qui fait, on va dire, pas la beauté du jeu vidéo, mais c'est ce qui fait que c'est un art, c'est ce qui fait que c'est un art, en fait, finalement, cette question de l'interactivité, et non le fait que, par exemple, il va faire comme le cinéma, il va être aussi réaliste que le cinéma, il va raconter les mêmes histoires que le cinéma, et du coup, en fait, ça permet de vivre même des histoires totalement différentes. On ne vit pas la dystopie forcément de la même manière qu'on la vivrait que dans un livre ou dans un film. Et du coup, c'est pour ça que la question de la dystopie dans le jeu vidéo est assez fascinante. J'ai fini sur cette petite image un peu plus jolie de métro, puisque bon, il y a quelques structures dans le fond, mais on va dire que c'est des images un peu plus réjouissantes que celles que j'ai pu montrer tout au long de cette conférence. D'ailleurs, je recommande, soit dit en passant, la plupart des jeux que j'ai pu montrer à l'écran, pour en avoir fait une grosse partie, voire tous. C'est quand même des très très bons jeux. Et du coup,
merci en tout cas de m'avoir écouté. S'il y a des questions maintenant, il ne faut surtout pas hésiter. Et voilà, s'il y a des questions sur les jeux à faire, enfin sur les jeux que j'ai présentés, s'il y a besoin de précision sur certains points, voilà, n'hésitez pas. Est-ce que certains connaissaient les jeux qu'on a présentés? J'ai voulu prendre des exemples plus ou moins connus. Après, j'ai pris des références peut-être un peu plus obscures que d'autres, mais on va dire que tous les exemples que j'ai pris, c'est les plus représentatifs, on va dire, ne serait-ce que de la dystopie dans le jeu vidéo, en fait, de la manière dont elle est abordée. Est-ce que tu connais des exemples de jeux qui ont été censurés par rapport à ça, parce que ceux qui critiquaient étaient trop explicites, on va dire, par exemple un régime en particulier ou... Alors, au niveau de la censure, des fois, en fait, c'est dans des univers tellement, on va dire, futuristes, qui s'éloignent tellement de notre réalité à nous que ça ne pose pas spécialement de problème. Ça dépend des messages qui sont véhiculés, mais par exemple, dans le cyberpunk, quand on a affaire à de la dystopie dans le cyberpunk, c'est tellement loin de notre réalité à nous que souvent, ça laisse couler. Mais il y a des cas, par exemple, comme la Chine, où la Chine a déjà été... il y a juste des représentations, par exemple, du dirigeant de la Chine, je ne sais plus son nom là, comme ça, mais du dirigeant de la Chine qui a été un peu caricaturé dans un jeu, qui a été... ils ont fait une petite blague sur lui, et en fait, le jeu a été supprimé de toutes les plateformes disponibles. Il est impossible de le retrouver aujourd'hui, impossible d'y jouer. Et la Chine a fait pression sur toutes les plateformes en fait, de distribution de jeux pour leur dire vous supprimez tout de suite ce jeu de la plateforme, et le studio depuis une nouvelle. Voilà, il y a quand même quelques histoires de censure, mais pas en tout cas pour les exemples que j'ai montrés. Oui. Ça peut quand même avoir un impact sur les jeunes, ce genre de but. Oui, tout à fait. Il y a certains jeux qui peuvent, on va dire, sensibiliser aussi, sensibiliser à certaines questions. Comme je disais, de toute façon, ça reste aussi un des buts de la dystopie. C'est-à-dire aussi horrible et sombre que peuvent être ces univers-là. Là, ça sert aussi à faire passer un message. Et parfois, pour des exemples aussi comme Papers, Please, plus on est proche de notre réalité, plus en fait, on va peut-être aussi s'identifier, on va dire, s'identifier aux problèmes qu'on nous montre. Là, par exemple, je ne montrerai pas. Encore une fois, là, je remonte, mais pour Deus Ex, par exemple, je vais agrandir. Pour Deus Ex, et quand je parlais de Deus Ex Mankind Divided, c'est par exemple, c'est extrêmement gênant quand on est en train de jouer et que d'un seul coup, il y a un policier qui sort de nulle part pour dire non, tu t'arrêtes, tu te mets sur le côté, alors que notre personnage n'a rien fait. Il n'a rien fait, il se baladait juste. Et en fait, plusieurs fois, et ça revient tout au long du jeu, et en fait, il y a une escalade de la violence qui va arriver vers la fin. Et en fait, ça sert aussi à dénoncer ça. Du coup, il y a une question de sensibilisation aussi à ce niveau-là. Et c'est ce que je disais malheureusement, c'est qu'il y a encore trop peu peut-être à l'environnement aussi. C'est-à-dire que j'ai parlé de métro, mais métro c'est encore trop subtil peut-être. On va dire c'est pas assez abordé. En tout cas, c'est mon opinion. Mais oui, ça peut sensibiliser. Et je pense que cela, même pour moi, en fait, finalement, il y a des jeux que j'ai faits qui m'ont beaucoup marqué aussi par leur message, par ce qu'ils avaient à dire sur la société. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça peut le faire pour beaucoup d'autres aussi. J'imagine que c'est quand même des jeux qui sont à minimum, 16 ans minimum la plupart du temps. Pour beaucoup là que j'ai montré, oui. Peut-être pas Papers, Please. Ce sera à voir Papers, Please. Peut-être pas, mais je pense que pour la plupart. Ouais, non, pour la plupart non, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est des sociétés tellement sombres qui sont montrées. Et la dénonciation fait qu'on va toujours avoir affaire à une forme de, ne serait-ce que juste de discrimination ou de violence en fait. Le cyberpunk, même malgré tout ce que je dis sur le cyberpunk, c'est pas forcément de la dystopie, hein, le cyberpunk, mais là les exemples que j'ai montrés, c'était le cas, et du coup, ouais, pour la plupart, on va être sur du 16 ans, 18 ans, mais le post-apocalyptique, par exemple, c'est pas forcément le post-apocalyptique, par exemple, avec Metro. Là, c'est effectivement, on est effectivement sur quelque chose qui va être interdit aux moins de 16 ans, 18 ans,
mais le post-apocalyptique d'une manière générale, ça va pas forcément être le cas. Et Eagle Flight qui est disponible pour la réalité virtuelle, Eagle Flight c'est du post-apocalyptique, et c'est tout public en fait finalement. Et je pense que c'est aussi quelque chose c'est un sujet intéressant, c'est le fait de comment prendre des genres qui sont normalement plus ancrés dans la violence, on va dire dans des représentations issues de la littérature par exemple, des représentations très sombres, comment les prendre et en faire quelque chose qui pourra être destiné au tout public. En fait. Et Eagle Flight par exemple c'est un exemple assez intéressant. Mais je soulève des questions de la part des jeunes qui demandent pourquoi il n'y a plus d'humains dans la ville et pourquoi. C'est ça exactement. Mais après c'est intéressant pour le débat, mais c'est ouvert à tous effectivement, mais c'est ouvert après, c'est au débat. C'est ça. C'est ça. Après, il y a des. Comment dire. La question des fois de pourquoi l'humanité a disparu, c'est. Des fois, on a affaire à des jeux où on n'évolue pas dans un monde dystopique, mais on sait qu'il y en a eu un dans le passé. BioShock, c'était un peu ça, mais il y a un jeu qui s'appelle Horizon Zero Dawn, où en fait, je passe les détails sur l'histoire, mais en fait, vous comprenez qu'il y a eu un monde avant le vôtre, et qu'en fait, ce monde-là a disparu à cause des erreurs, notamment des humains. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Stray peut-être qui est plus accessible pour les enfants. Stray, le jeu. Ah oui, Stray, le jeu avec le chat, oui. C'est pareil, c'est ça, Stray, rapidement. C'est un jeu qui se déroule dans un univers cyberpunk. On n'est pas sur la dystopie, mais des fois on y est aussi. C'est un peu des deux. Je voulais l'aborder à l'origine, mais en fait, vu que c'est un sujet à débat sur le fait que c'est une dystopie ou non, je ne l'ai pas fait, mais je conseille de jouer à Stray, parce que c'est une bonne manière de rentrer dans des univers cyberpunk, et si on commence à s'éloigner de la dystopie, mais c'est une bonne manière de rentrer dans le cyberpunk, puisque c'est tout public, vous jouez juste un petit chat qui découvre une ville sous terre, malencontreusement, il est tombé en fait, dans cette ville, et en fait si tu vis cyberpunk, il n'y a plus la trace des hommes, il n'y a que les robots qu'ils ont laissés derrière, et votre but ça va être de sortir de cette ville, et vous allez découvrir son histoire tout au long du jeu. Je vous le conseille, c'est un jeu très bon, très sympa, qui est destiné à toute la famille. Qu'on a acheté à la bibliothèque. C'est une très bonne idée. Est-ce qu'il peut y avoir un côté pédagogique avec la notion du bien et du mal, se rendre compte du bien, du mal? Oui, là c'est vrai que pour le cas par exemple de Dishonored, qui est juste là. Pour le cas par exemple de Dishonored, on vous dit très tôt dans le jeu fait comprendre que vos actions vont avoir des conséquences et que en fait le jeu va vous rendre la tâche plus difficile. Si jamais vous préférez vous préférez procéder à la manière forte, on va dire, le jeu va constamment vous punir, en fait, il va constamment vous montrer que c'est pas la bonne chose à faire, ça va être beaucoup plus dur de progresser dans le jeu, et vous allez avoir des fins, comme j'ai mis ici, vous allez avoir des fins qui sont vraiment pas réjouissantes, ne serait-ce que pour votre personnage aussi. Dans le premier jeu de la série, les conséquences de vos actions, c'est littéralement une destruction totale de votre ville dans laquelle vous étiez. Donc oui, il y a une forme aussi de sensibilisation à ces questions-là. Le jeu vidéo qui montre que c'est pas la bonne solution, qu'il y en a d'autres qui sont à votre disposition. Et ce qui est intéressant avec Dishonored par exemple, c'est que, c'est mon opinion, c'est 100 fois plus drôle, 100 fois plus fun, on va dire, de jouer le jeu de manière discrète. Vous allez découvrir beaucoup plus de choses. En fait, le jeu vous appelle à jouer comme ça pour vous dire, regarde, tu vas découvrir tout ça, tu vas avoir plus d'informations sur l'univers dans lequel tu es, tu vas rencontrer plus de personnages, tu vas avoir des énigmes, il va y avoir des interactions uniques. Et c'est intéressant parce que du coup, le jeu pousse le joueur à jouer de manière différente, à jouer d'une manière, on va dire, qui coupe un peu avec certains gros jeux qui sortent chaque année, qu'on connaît tous très bien.